L'affaire Mera a bousculé l'actualité dernièrement. Édition spéciale, commentaires en temps réel et surenchère dans les détails. Jusqu'où peuvent aller les médias dans le traitement de l'information? Peut-on vraiment tout dire? Et comment les rédactions décident de cette information? C'est le sujet de ce Média Junkie et on en parle tout de suite avec nos invités. Pour parler de ce sujet de l'emballement médiatique, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Denis Musée, vous êtes sociologue et vous êtes également président de l'Institut Médiascopie. Donc c'est un institut qui étudie la communication et les médias. Et à vos côtés, Daniel Maillot, vous êtes journaliste depuis très longtemps, depuis 40 ans. Vous êtes formateur au CFPJ et entre autres, vous êtes anciennement directeur des programmes de LCP ou encore directeur adjoint de la rédaction d'ITélé. Vous avez participé à la création d'ITélé. Donc on va parler justement de l'emballement médiatique et surtout de l'affaire Mera, puisque c'est la dernière en date. C'est une affaire qui a fait la une de l'actualité, on peut le comprendre, ça a été un drame qui a bouleversé énormément de gens. Les médias ont largement commenté cette actualité minute par minute, allant parfois vraiment dans les détails. Est-ce qu'on peut parler d'un emballement médiatique, Denis ? Oui, il y a un emballement médiatique à partir du moment où l'ensemble des médias fondant sur cet événement, ils l'ont couvert, chacun très très bien, mais il y a un phénomène d'auto-excitation collective qui fait que le téléspectateur, lui, il est bombardé d'informations et il a l'impression que ça sature, qu'on ne parle plus que de ça et que rien d'autre n'existe. Là, il y a un sentiment d'emballement parce qu'il y a un décalage entre l'offre des médias et la demande du public qui, à un moment donné, ne se retrouve pas. Alors justement, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, la demande du public. Mais est-ce que c'est un phénomène nouveau, ça? Est-ce qu'avec la profusion des chaînes, avec Internet, avec les réseaux sociaux, est-ce que c'est un phénomène qui s'amplifie? Non, l'emballement existe depuis longtemps. On en a des bons exemples anciens, par exemple au moment de la mort du pape, précédent pape, au moment du tsunami asiatique. Ce n'est pas nouveau. On peut remonter encore plus loin dans le temps. Ce qui est nouveau, c'est la force de l'information brève et continue, et Internet en particulier, Twitter, etc., qui fait que c'est de plus en plus de l'info en temps réel. Et donc, il y a la multiplication des médias, des canaux, et cette sorte d'obsession de suivre les choses, non pas à la minute, mais à la seconde, amplifie, si vous voulez, le phénomène. Alors on parlait de l'offre et de la demande justement, vous allez peut-être avoir un point de vue différent, mais est-ce que le téléspectateur justement est demandeur et est-ce que d'un point de vue journalistique, est-ce que tout est intéressant à traiter? Parce que parfois on rentre dans des détails qui sont quand même pas très intéressants, on a l'impression que c'est quand même une succession d'informations pas très importantes. Alors sur ce que vous dites, puisque dans la question il y a déjà une partie de la réponse, oui c'est vrai qu'il y a des détails pas très intéressants, mais dans cette logorée d'images, la seule obsession du journaliste présent sur le terrain, c'est de dire est-ce que j'ai donné la bonne info? Ça, c'est une question très importante. Je pense que le téléspectateur aujourd'hui est quelqu'un d'adulte et il doit savoir faire le tri. Et la bonne information, il l'a. Elle est donnée par la plupart de mes confrères. On peut effectivement de temps en temps dire oui, c'est vrai, ils exagèrent, oui, sur cette couverture médiatique, ils auraient peut-être pu, effectivement, non pas, puisqu'on prend le cas de l'affaire Mera qui est la plus récente, pendant 32 heures, on a été effectivement à l'antenne, d'autant plus que je vous rappelle que les journalistes étaient dans un périmètre bien au-delà de l'événement, là où vraiment se passait l'événement. Donc c'est vrai que par définition, ils n'avaient pas grand-chose à dire, et surtout, télévision, ils n'avaient pas grand-chose à montrer. Quand ils ont un ordre de la rédaction en chef en disant il faut tenir coûte que coûte, nos rivaux, eux, sont à l'antenne, il n'est pas question qu'on abandonne l'antenne, d'autant plus que là, je suis en train de vous parler non pas d'un événement hexagonal, mais la presse mondiale était présente aujourd'hui. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Donc si les Italiens en parlent, si les Américains en parlent, pourquoi les Français n'en parleraient-ils pas? Voilà un peu le contexte aujourd'hui. La question de la concurrence justement entre les chaînes, on va y revenir, mais vous qui avez dirigé une rédaction, à partir de quand on dit, oui, dire que Dominique Strauss-Kahn a mangé telle chose ce soir et qu'il avait tel type de toilette, à partir de quel moment on dit, bah oui, ça c'est intéressant, j'autorise qu'on le dise? Ça, je pense que tous les rédacteurs en chef ont une éthique personnelle et ce genre d'informations, franchement, je ne pense pas qu'elle soit à retenir. Et pourtant, on l'a vu sur toutes les chaînes. Quelle est l'image, puisque vous parlez de Dominique Strauss-Kahn, quelle est l'image qu'on retient de cette histoire pour l'instant? C'est Dominique Strauss-Kahn qui sort du commissariat, menotté, avec les mains derrière le dos, un peu dépenaillé. Ça, c'était un élément fort. C'était l'image à ne pas manquer, pour nous journalistes. Est-ce qu'on l'a donné ou on ne l'a pas donné? Oui, mais fallait-il la donner en temps réel? Parce que vous dites qu'il ne faut pas rater la bonne info. Mais quelle est la bonne info à partir du moment où il n'y a pas d'info?
L'info, c'est effectivement les menottes de Strauss-Kahn sortant du commissariat, c'est l'assaut contre Mohamed Merah à Toulouse, mais on aurait très bien pu, mais on aurait très bien pu en parler au journal de l'heure suivante. Il n'y a pas d'obligation de rester posté pendant toute une nuit pour cela. Mais on en a parlé dans les journaux de 20h, dans le 23h de France 3. Non, mais le temps réel. Quel est l'intérêt du temps réel? Aujourd'hui, il y a des chaînes qui ont été construites, qui s'appellent des chaînes d'information en continu, qui sont construites pour ça, qui ont pour mission de donner aux téléspectateurs les bonnes informations sur à peu près un quart d'heure. Elles sont construites pour cela. Je vous rappelle que dans notre société, tout va plus vite, les avions vont plus vite, les trains vont plus vite, l'information va donc aussi vite. Et donc, si vous savez consommer ce genre d'information, en un quart d'heure, vous faites le tour du monde. Et le journaliste est là pour vous aider et vous dire voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur l'événement mondial, planétaire. Et voilà, c'est tout. Mais ça n'empêche pas que les chaînes dites classiques, type TF1, France 2, M6, iTélé, enfin pas iTélé puisque je ne l'avais pas évidemment dans le jeu, elles font ce rôle, elles continuent à avoir du recul. Le 23h de France 3, de mes confrères de France 3, est un excellent journal, il a le recul de toute la journée, et je pense que c'est un journal qui a beaucoup plus de fond qu'effectivement une chaîne d'information qui a pour mission, encore une fois, de donner l'information stricto sensu, le factuel, à la seconde près. Elles sont construites pour ça. À quel moment on décide, par exemple, de faire une édition spéciale, même sur une chaîne d'information en continu? Pourquoi, justement, on dit, bah tiens, pendant 3 jours, là, on va faire une édition spéciale là-dessus? Alors que, comme vous venez de dire, on pourrait très bien en parler, on va dire, quel rédacteur en chef sait que l'événement va durer 3 jours, quand on ouvre l'antenne? Non, forcément, on ne le sait pas. Mais alors, vous dites 3 jours. Non. On a un événement qu'on juge important. Il y a une hiérarchie d'information qui dit aujourd'hui, il se passe des tas de choses dans le monde. Nous avons décidé de privilégier telle information. On ouvre l'antenne. Allez savoir si ça va durer 2 heures, 10 minutes ou 32 heures, comme c'était le cas avec Mohamed Merah. Ça, personne n'est capable de le dire. Et tout à l'heure, on parlait de justement la logique de concurrence entre les chaînes. Oui. Justement, comment ça se passe? Parce qu'en fait, concurrence, oui, mais c'est-à-dire que justement, quand on se dit bah tiens, telle chaîne parle de ça, moi je ne peux pas ne pas en parler. Il y a cette logique-là aussi, au-delà de l'information. Il faut aussi. La presse écrite, c'est pas que la télévision, la radio, la presse écrite sont habitués à en parler de cette manière. C'est normal, c'est un peu. Est-ce qu'on fera mieux que le concurrent? Est-ce qu'on donnera l'information avant eux? Ça, c'est aussi ce que j'appelle une logique commerciale. Car aujourd'hui, les chaînes d'information ou les radios sont soumises à un diktat commercial si vous donnez l'information plus tôt, eh bien peut-être que les gens qui payent la télévision, c'est-à-dire les publicitaires, puisque aujourd'hui les grands médias d'information fonctionnent avec la publicité. Je vous rappelle que la redevance, c'est simplement le service public qui en profite, qui en bénéficie. Donc il y a forcément dans cette manière de couvrir l'événement une logique commerciale. Aujourd'hui, on ne peut pas se cacher. C'est pas pour autant qu'on ne fait pas notre travail de journaliste. Je crois que cette reconnaissance est essentielle, c'est-à-dire que les logiques de l'audience modifient l'objet d'information et le métier journalistique lui-même, puisqu'il s'agit, à travers l'information, aussi d'attirer le spectateur. Et donc on voit bien comment se produit à ce moment-là une sorte de dramaturgie de l'information. Les événements de Toulouse étaient du pain béni pour l'ensemble des médias. Les gens s'ennuyaient dans une campagne présidentielle où chaque candidat parlait du haut de son pupitre, blablabla. Bla, 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 et tout d'un coup, il y a un événement, une crise majeure, une sorte de catastrophe qui tourne en boucle sur les écrans, qui capte l'ensemble du public. Mais ce faisant, c'est vrai qu'on risque de perdre de vue la hiérarchie de ce qui est important, de ce qui est secondaire. Et on l'a bien vu là. Et je crois qu'on a aujourd'hui, on est dans une société où l'information telle qu'on l'a connue, en tout cas, est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que l'information est de plus en plus pipolisée, elle est fictionnalisée, elle est feuilletonisée, elle est sensationnalisée. Et là, on voit très bien, par exemple, l'influence de la télé-réalité sur la façon dont les événements de Toulouse ont été filmés. La télé-réalité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enfermé 10 personnes dans une villa pendant 1 mois et demi, et chaque fait et geste est filmé nuit et jour, y compris ce qui se passe dans les toilettes ou dans les salles de bain. Et bien c'est un petit peu ça. Ça a changé la façon de consommer l'information. C'est la dérive de l'information vers une consommation de type télé-réalité, c'est l'info-télé-réalité, si vous voulez, où on va épier un personnage pendant des heures et des heures. Il ne se passe rien, mais il y a cette obsession de couvrir
en temps réel ce qu'il pourrait se passer. Et là, je pense qu'il y a un excès, une dérive qu'il faut regretter. Et pourquoi justement ces sujets... Je pourrais répondre parce oui, que alors, je ne peux pas laisser passer ça. Bon, allez-y. Si on associe journalisme et télé-réalité, il est clair que, en l'occurrence, pour reprendre encore une fois ce théâtre précis d'opération, il n'y avait rien à filmer, donc on ne peut pas accuser les journalistes d'avoir enfermé 10 personnages dans une maison et les épier, étant donné que de toute façon il n'y avait aucune image et qu'encore une fois il y avait un cordon qui empêchait les journalistes d'accéder, donc il n'y avait rien à montrer, il n'y avait rien à voir. Comme dans la télé-réalité. Parler de... si, dans la télé-réalité, il s'est passé certaines choses dans des piscines, on voyait bien. Là, on peut pas faire l'analogie, là je m'inscris en faux. En plus, on ne peut pas accuser les journalistes parce qu'ils se rendent sur place pour rendre compte d'un événement soi-disant important. En fait, ce n'est pas les journalistes qui inventent l'événement. L'événement, il existe vraiment. Faut-il en parler ou pas en parler? Quand on est journaliste, bien évidemment, il faut en parler. Après, de quelle manière on en parle, c'est tout le débat de cette émission, bien évidemment. Il y a quand même une logique de voyeurisme de la part du téléspectateur qui consomme l'information différemment. Est-ce qu'une caméra, c'est être voyeur? Est-ce que une photographie, quand l'Artigue faisait une photo, est-ce qu'il était voyeur? Je ne crois pas. L'événement important, c'était l'assaut de Merat, le fait qu'il était retranché, c'est l'assaut. Ça, c'est l'événement. L'événement tel qu'il a été restitué, encore une fois. Tel qu'il a été restitué par les médias d'info continue, et là il s'agit de quelques chaînes qui sont dans la bagarre en quête d'audience, c'est pas ça. L'événement, ça a été qu'effectivement on avait des journalistes sur place, qu'on ne voyait rien, mais qu'on en parlait en permanence et qu'on convoquait les experts, les spécialistes, et donc on mettait en scène, on théâtralisait l'événement. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça? Non. Pas du tout. Théâtraliser l'événement, non, je ne suis pas d'accord. J'inclus les experts sur le plateau du présentateur. Étant donné que c'est, à mon avis, les seuls qui ont une bonne information en temps réel. Et encore une fois, le journaliste qui est envoyé sur place dans ce genre d'événement est sans doute, malheureusement pour lui, la personne la moins bien informée. Il est totalement isolé et parfois il doit appeler la rédaction en chef en disant qu'est-ce qui se passe, parce que effectivement je suis à 2 km de l'événement et je ne vois rien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Hein. C'est une vraie contrainte de notre travail. Au-delà du terrain, même les gens qui étaient sur le plateau, les journalistes, on voyait bien qu'à un moment, ils n'avaient plus rien à dire. Donc, ils devaient combler d'une façon ou d'une autre. Mais on n'est pas forcément en contradiction. Hein. Je ne vous dis pas que les télévisions ou les radios ou d'autres médias ont eu raison de garder l'antenne pendant 32 heures. Peut-être qu'on aurait pu faire simplement un point toutes les heures ou toutes les demi-journées en disant voilà ce qui se passe et ça aurait grandement suffi. On n'est pas forcément en contradiction, attention. Quand on est décisionnaire de l'information, comment on fait pour avoir un bon équilibre entre l'éthique et justement la logique un petit peu commerciale? Ça, c'est propre à chacun. C'est la question qu'on ne se pose pas. D'abord, on parle d'éthique. Quand on veut faire ce métier, on y accède parce que c'est une très forte envie d'informer. Le journaliste, c'est la courroie de transmission entre l'événement et le téléspectateur. Je me rappelle bien que quand j'ai commencé mon métier de journaliste, j'étais jeune journaliste à l'ORTF, on prêtait pas comme les médecins le serment d'Hippocrate, puisque ça n'existait pas dans notre métier. Il n'empêche qu'on était tous conscients de notre mission au service public et on se jurait de dire la vérité le mieux possible, de faire notre métier de la manière la plus honnête possible. Ça, c'est quelque chose que chaque journaliste, et j'en suis sincèrement persuadé, a profondément ancré en lui. Est-ce que la logique de rapidité qu'il y a vraiment beaucoup aujourd'hui, est-ce que ça... La rapidité, c'est quoi? Le monde va de plus en plus vite. C'est pas nous qui l'inventons, malheureusement. Le monde va de plus en plus vite, les avions vont de plus en plus vite, les trains vont de plus en plus vite, et ben l'information va de plus en plus vite. Les gens sont aussi pris dans un carcan de société qui fait qu'ils n'ont plus 2 heures pour s'informer, ils ont de moins en moins de recul. Je ne dis pas que c'est bien, je dis qu'on s'adapte. Et donc on est capable de leur fournir en un quart d'heure certains titres d'information pour qu'ils soient parfaitement informés quotidiennement. Je crains que cette éthique qui animait et qui anime toujours notre ami journaliste est disparue aujourd'hui largement, pas totalement, mais largement aujourd'hui. Pour conclure, je pense qu'il faut inviter le spectateur, l'auditeur, le lecteur, l'internaute à ne pas passer des heures, à ne pas être addicted à ces images, mais à prendre le temps d'aller sur Internet, dans des journaux, dans des magazines, dans des livres, chercher l'information qui va permettre de mettre en perspective les événements et de leur donner du sens. Et je sais que les gens le font, mais il faut le faire davantage peut-être et faire des arbitrages. Ces télévisions d'info continue, s'il n'y a plus de téléspectateurs devant, elles réviseront leur hiérarchie et leur manière de traiter les sujets. Je vous remercie infiniment, messieurs, d'avoir répondu à toutes mes questions. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Media Junkie.